Construction des seaux des moutons dans la capitale Kinshasa. Oui, le sujet, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Du coup, ça perturbe également la circulation. Les Kinois murmurent et même leurs élus sont descendus sur le terrain pour ce qu'on appelle constat. Eh bien, beaucoup sont arrivés à des conclusions qui remettent en cause les déclarations des politiques et surtout des entreprises commises donc aux travaux des constructions de ces seaux de moutons. Alors, qui doit finalement rendre compte? 4 invités pour en parler. Bolodjoa, Alain, c'est l'opposition. Effectivement. Alors, l'opposition qui se rapproche des Fayoulou, même s'il ne partage pas totalement sa vision des choses. Mathieu Takizala, avec nous pour la deuxième fois. Vous avez un regard d'économiste et surtout par rapport à ce que vous avez vécu aussi ailleurs en Europe, d'où vous venez pour principalement participer à l'édifice de votre pays. Mopili Carlos, société civile, et puis Gabin Loulendou, porte-parole de l'UNC Il est Cash. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Merci. On commence avec la société civile. Il faut préciser, président de la société civile de Kinshasa. Il faut préciser. Non. C'est mieux de préciser par rapport au sujet. D'accord. Vous êtes élu depuis quand? C'est depuis 2015. Merci pour l'information. Vous nous informez maintenant. On n'était pas au courant. Monsieur le Président, si je ne dis pas Son Excellence, Monsieur le Président, ne m'en tenez pas rigueur. Mon boulot ne m'impose pas l'usage de certaines formules. Alors, dites-nous, à Kinshasa, les seaux de moutons, le constat fait par les élus, et vous, la société civile, vous êtes d'accord que les travaux ont réellement avancé, comme les politiques nous l'avaient annoncé, au-delà des 60%? Monsieur Fabien, au niveau de la coordination de la société civile Force Vive, nous avons reçu beaucoup de plaintes par rapport aux travaux de seaux de moutons et nous avons commencé à documenter et bientôt vous aurez un rapport que nous allons sortir. Mais permettez-moi de vous présenter la situation qui sont causées par le retard d'achèvement des travaux de seaux de moutons et leurs conséquences néfastes dans la ville. Les seaux de moutons, évidemment. On nous souffle, seaux de moutons, et la précision en détail. Voilà. Évidemment. C'est-à-dire, pour tout travail ou bien ouvrage, on doit respecter le principe des précautions et de prévention qui impactent sur l'étude d'impact environnemental et social. Sinon, c'est l'État qui est responsable civil. Là, on parle de la responsabilité avec faute ou bien de responsabilité civile sans faute. Les embouteillages commettent beaucoup de conséquences néfastes. Ça donne d'abord la baisse des niveaux d'études. Alors que le président donne la gratuité de l'enseignement, les seaux de moutons impactent sur les retards et même à la fatigue des élèves et des étudiants lorsqu'ils arrivent au milieu scolaire. Il y a la baisse des productions. Là, c'est au niveau de l'État, donc l'administration, et même aux entreprises privées. Il y a les vols ratés, les vols nationaux et internationaux. Il y a les coûts élevés des taxis avec des demi-terrains. Il y a la balkanisation sociale entre Kinshasa Est et Nord avec les seaux de moutons. On peut appeler ça balkanisation sociale au niveau des villes de Kinshasa. Donc les gens ne se fréquentent pas. Ça diminue même la solidarité entre Kinois. Quand il y a le matanga, les gens ont l'habitude d'aller. Mais quand on pense à ces trajectoires avec des seaux de moutons, on appelle pour s'excuser. On enregistre aussi les cas de décès ou d'aggravement de maladies. Les gens qui arrivent en retard à l'hôpital
parce qu'ils ont connu des embouteillages de saute-mouton. Qu'est-ce qu'il faut dire avec les travaux? Tout commence au niveau de la source. J'avais salué le fond de ce programme de 100 jours, parce que c'est l'unique programme avec un tableau où vous trouvez les chiffres, zones d'intervention et même les sources de provenance. En tout cas, ça permet le contrôle citoyen. C'est vraiment un bon travail du jamais vu depuis l'indépendance, ça j'affirme. Mais le problème, c'est sur le plan des formes. C'est que ce n'est pas pour rien qu'on exige toutes dépenses publiques doivent être inscrites dans la loi des finances. D'autant que c'est dans la loi des finances, parce que c'est l'autorité budgétaire sur le Parlement, ça montre que cette dépense trouve une légitimité, une participation citoyenne à travers les élus. Ce n'est pas un groupe de personnes qui s'entourent pour faire les choses. Mais quand cela ne tienne, c'était quand même toujours bon. Mais là où ça choque encore, c'est au niveau de la loi sur la passation des marchés. Ces travaux de saute-mouton n'ont pas respecté la loi de passation des marchés. Et ce qui m'étonne, lorsqu'à l'époque Nanga fait l'appel d'offres pour l'achat des machines à voter, qui doit donner l'avènement à nos frères de cash, Gabin, le confrère Gabin et les autres confrères de l'UDPS, ils sont passés à donneur de leçons pour alerter l'opinion nationale et même les gouvernements la digression. Dans le respect de la loi sur la passation. Ne faites pas la digression. Évidemment, c'est ça. Chez Nanga pour l'importation ou la commande des machines à voter. Non, j'ai dit à l'époque, lorsque les amis, parce qu'ici il faut préciser les choses, c'est 100% cash. Le travail des sauts de moutons, tout est passé au niveau du cabinet du président de la République. 100% cash. Ce n'est pas l'FCC qu'on impute toujours de bloquer les choses du cash. Donc ici, vous aviez bien commencé là. Et maintenant, vous êtes très bien parti. Je n'entre pas en objectivement là. Je suis société civile. Alors, lorsqu'on interroge la loi sur la passation, quand l'homme de FCC prendra la parole, il n'est pas là. Il parlera au nom du FCC, mais vous êtes société civile, vous défendez le FCC. Évidemment, non, c'est seulement tu rappelles pour dire à nos amis, ce qu'ils défendaient quand ils étaient dans l'opposition, c'est le moment de l'exécuter, le respect des textes. Mais que dit les textes, la loi 6 de la loi de passation des marchés? Un premier point, il faut identifier les projets. Deuxième point, évaluation de l'opportunité. Est-ce que c'était opportun, le saut des moutons, ou il fallait faire des routes secondaires? Des routes secondaires, vous prenez Bandal en passant par Ngiringir, Ngaba, vous êtes à Lemba, et immédiatement vous êtes à Matete. Très bien, alors. Ce serait une très bonne chose, comme on a vu avec l'achèvement des hôpitaux dans les Kanchachi. Ça, c'est des choses qu'on a saluées. On a vu avec la gratuité de l'enseignement, parce que Kabila a laissé déjà les boulevards. Lui pouvait maintenant entrer pour des routes secondaires. Ce serait une très bonne chose que venir insister là où il n'y a pas l'opportunité. Loulendou, la société civile, Mopil reconnaît les avancées, l'opportunité des 100 jours, les avancées enregistrées dans le programme des 100 jours. Il a salué bien de choses, mais il a démontré aussi les faiblesses. Bon, parce que c'est une œuvre humaine, on ne peut pas considérer qu'une œuvre humaine ne puisse pas avoir des faiblesses. Chaque œuvre est critiquée et même critiquable. Donc, chaque fois que quelque chose se fera, on aura toujours des choses à dire. Et du coup, ce qu'on a à dire peut constituer des leçons tirées pour l'avenir. C'est aussi simple que cela. Donc, je ne peux pas dire que le programme 100 jours, c'est un programme 100% parfait, mais c'est un programme qui a quand même permis que pas mal de choses se réalisent. S'il faut parler peut-être de la faiblesse de ce programme 100 jours, c'est l'aspect communication. Parce que quand vous avez un pays continent comme la République démocratique du Congo et qu'il y a des choses qui se font à gauche, à droite, si du point de vue de la communication tout n'est pas au point pour qu'effectivement ceux qui sont à Kinshasa puissent avoir
les éléments essentiels clés de ce qui a été fait à Goma, ce qui a été fait à l'Équateur, ce qui a été fait à Kisangani et ailleurs, les gens vont avoir l'impression que en dehors des quelques routes qui ont été réhabilitées ici, rien n'a été fait. C'est pour cette raison que je dis, pour moi, la plus grande faiblesse du programme 100 jours, c'est d'abord l'aspect communicationnel, dans la mesure où on aurait pu, en tout cas, recenser tout ce qui a été fait dans un, comment dirais-je, dans un document, ou quand je dis document, mais pour moi je vois un peu l'audiovisuel, etc., où on dit, voici dans quel état on a trouvé cette route, qu'est-ce que cette route est devenue après, voici les écoles qui ont été réhabilitées, qui ont été construites, quel a été leur état avant, qu'est-ce que ces écoles sont devenues, les hôpitaux, même en ce moment-là, les gens allaient se rendre compte qu'effectivement, le programme des 100 jours du président de la République, loin d'être parfait, a permis quand même que beaucoup de choses puissent être réalisées. Au-delà du déficit communicationnel, ouais. Efficace, il parle des passations de marché. Vous avez dit de gré à gré? Évidemment, ici, sachant que l'article 6, l'article 20 et l'article 23, parce que même l'article 13. C'est pas pour développer. C'est-à-dire, au niveau même de la présidence, on devrait créer une cellule de passation de marché, et cela devrait suivre son parcours. À son niveau, les choses ont été faites selon les règles de l'art. Et je voulais aussi ajouter, parce que l'autorité même chargée des marchés publics, il a alerté que les choses sont en train de se faire en violation de la loi. Je crois que j'ai toujours mes minutes, parce qu'après on va rappeler que j'ai suffisamment parlé. Très bien. Les vrais problèmes, c'est que les directeurs des cabinets du chef de l'État, l'honorable Vital Kamerhe, avaient aussi rappelé, et là beaucoup de gens n'ont pas fait aussi attention, du fait que de projets qui ont été réalisés dans les cas de 100 jours, sont des projets qui existaient, sont des projets qui aussi, comment dirais-je, beaucoup avaient passé par la procédure normale des passations des marchés, mais qui n'avaient pas abouti. Parce que vous savez qu'il y a deux fois des marchés qui sont lancés, mais à la fin, finalement, on n'arrive pas à les conclure, faute de financement, etc. Mais le processus a suivi son cours normal. À telle enseigne que quand on vient à un moment donné et qu'on attribue ces marchés-là, on a l'impression d'avoir attribué un marché de gré à gré, alors que préalablement, c'est un processus qui avait suivi son cours normal. Je ne dis pas que tous les marchés, c'était la même chose, mais il est aussi des marchés qui sont passés par cette étape-là. Je voudrais juste vous donner un petit exemple. À ce jour, il y a par exemple un marché qui a été conclu pour la livraison des engrais chimiques, etc. Un marché qui a été passé, mais jusqu'à ce jour, le contrat n'est pas encore exécuté. Donc du coup, s'il y a un nouveau pouvoir qui arrive et qu'on prend les marchés, on donne à celui qui l'avait gagné, mais parce qu'une année passée, 2 ans, cela n'était pas exécuté, les gens auront l'impression que ces marchés-là, c'est un marché de gré à gré, alors que tout ça. Mais j'ai dit tout simplement, c'est que lorsqu'on parle aujourd'hui du programme des 100 jours, si nous voulons l'évaluer, si nous voulons être sérieux, nous devons avoir des indicateurs qui nous permettent de pouvoir évaluer. Est-ce que c'est sérieux de notre part? Lorsque un avocat comme moi, je vais sur un chantier des sauts des moutons, tout en sachant que ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, des problèmes liés à l'ingénierie, j'arrive, j'ai dit non, vous voyez, ce saut des moutons, il est réalisé à 20% ou à 10%. Est-ce que j'ai suffisamment d'outils pour pouvoir évaluer? Parce que les gens regardent la structure, bien évidemment, comment dirais-je, au-dessus. C'est cette structure-là qui fait croire qu'effectivement, les travaux ont avancé. Mais le travail qui a été fait en profondeur pour arriver jusqu'au niveau de ces bétons, ce travail au niveau de l'ingénierie peut être même le plus important lorsqu'on fait une évaluation de dire, mais sur le coût de l'ouvrage, on peut vous dire par exemple que la partie souterraine, c'est la partie qui a coûté le plus cher possible. Mais lorsqu'on ne voit pas la partie supérieure, on a l'impression qu'on a dépensé l'argent et cet argent-là, bien évidemment, n'a pas été utilisé. C'est pourquoi j'ai dit, faisons très très attention dans ce qu'on appelle lorsqu'on fait des évaluations. Nous devons absolument nous référer. Vous avez suivi les élus de Kinshasa et le constat qu'ils ont fait.
ceux de l'opposition comme ceux du FCC. Donc voilà, Cash, FCC, la Mouka, le constat semble être malheureux. Même l'UDPS a fait aussi un constat malheureux. Les élus de l'UNC, d'autres étaient aussi sur le terrain. Il semble que c'est même en deçà de 55%. C'est ce que je dis. Je dis, il faut avoir des éléments. Je respecte le point de vue des uns et des autres. Mais moi, j'ai appris que les évaluations ne se font pas comme ça. Aujourd'hui, l'évaluation qui puisse tenir, c'est quoi? C'est l'évaluation due au coût de l'ouvrage, quel était le coût pour l'ouvrage, parce que chaque saut des moutons, comment dirais-je, du point de vue financier, ne coûte pas la même chose pour les trésors publics. Il est des sauts de moutons compte tenu de l'environnement dans lequel ce saut des moutons doivent être réalisés, qui coûteraient un peu plus cher que d'autres, etc., en fonction de plusieurs éléments, la structure du sol, etc. Tous ces éléments-là entrent en ligne de compte. Donc, pour pouvoir faire une très bonne évaluation, il ne suffit pas de venir, d'arriver et de dire « oui, nous avons fait ». Les gens qui ont fait l'évaluation, est-ce que ces gens ont les capacités voulues pour pouvoir faire ces évaluations-là? Moi, je vous dis personnellement, je peux faire des évaluations sur pas mal de choses, mais lorsqu'il est question des problématiques liées à l'ingénierie, je pense qu'on doit se référer aux ingénieurs. Les travaux publics. La partie sous-sol d'un saut de mouton, lorsqu'on vient, on trouve que la partie supérieure n'existe pas. Que vaut la partie sous-sol? Ça a un coût, non? Quel est le coût de cette partie sous-sol? Ce n'est pas un commun des mortels, ou en tout cas, même les élus, s'ils n'en ont pas les moyens et les capacités nécessaires pour pouvoir évaluer ces choses-là. C'est pourquoi j'ai dit, faisons une évaluation en nous basant sur des éléments ou des indicateurs objectivement vérifiables. Le premier indicateur, c'est l'argent. Pour ces sauts des moutons, combien on a dû dépenser? Parce que pour chaque saut des moutons, on n'a pas dépensé les mêmes sommes. Si on a dépensé telle somme d'argent, cette somme d'argent correspond à quel montant en termes de pourcentage par rapport à l'ouvrage qui devait être réalisé. Et la partie qui a été réalisée, en particulier la partie sous-sol, quelle est sa valeur, comment dirais-je, financière? En ce moment-là, on peut arriver à des conclusions objectives en disant, on constate qu'en moyenne, on a dépensé 60% ou 70% des sommes dédiées au saut des moutons. Les choses qui ont été réalisées, en tout cas du point de vue technique, etc., ça nous a coûté autant. Donc quand on regarde l'argent qui est sorti du trésor et ce qui a été dépensé pour les sauts des moutons, en ce moment-là, on fait une évaluation objective. Mais lorsque c'est l'émotion, c'est la passion, on vient, on regarde, les députés ont dit, mais qui vous a dit que les députés avaient toutes les capacités techniques nécessaires pour évaluer un ouvrage, etc. Si parmi eux, il y a ceux qui ont ces capacités, encore qui doivent se référer à l'OVD, ainsi qui ont des données techniques, et les ministères des Finances qui a dû décaisser l'argent pour savoir exactement comment les choses ont dû se faire. Je vois que ça justifie cette thématique dans sa formulation. Qui doit rendre compte dans cette affaire, dans cette évaluation, entre guillemets, il y a beaucoup plus d'émotions, des passions, beaucoup de ras-le-bol. Est-ce que c'est votre constat? Cher Fabien, on est en 2020. Je pense qu'on doit être mature dans ce pays. C'est pas pour rien on dit appel d'offres. On doit évaluer tous les aspects pour donner à quelqu'un un contrat. La capacité financière de l'entrepreneur, de l'entreprise. Lorsqu'un donneur d'ordre trouve une société de service qui doit le rendre service, il faut d'abord évaluer. Et les études de faisabilité, le durée, ça va nous prendre combien de temps, et évaluer l'écosystème. En général, je suis économiste. L'écosystème économique de ce pays. Nous sommes à Kinshasa. Tout est dans la rue. L'économie de l'autre fois. Rien n'est bancarisé ici. Alors, l'argent public, c'est l'argent de tous les Congolais. Et la transparence doit être sur l'espace public. Si on veut avancer, vous voyez, l'Umete, pourquoi est devenu zone habitable? C'est ces erreurs monumentales. On ne dissocie pas les choses. Vous êtes politique, vous n'êtes pas gestionnaire. Donc il faut piloter des choses différemment. Il faut la transparence dans ces pays. Nous croyons, par exemple, si on vous donne, il faut l'État d'abord. Il crée une agence qui achète pour l'État.
pas chaque ministre dans sa façon, ainsi de suite. Ces entreprises-là, ils étaient évalués comment? Quelle est le durée qu'ils ont donné à ces entreprises? Pour qu'aujourd'hui, on commence encore à retourner le sol. Non, mais les études géologiques doivent être faites avant d'adapter. Je suis un entrepreneur. Je gagne un marché avec la France. Je dois m'assurer de faire des études. Moi, l'entrepreneur qui prétend faire le travail. Et l'État, de son côté, il doit y travailler. Vous voyez nos compatriotes, quelqu'un qui est arrivé à 7 heures, mais il arrive aujourd'hui à 14 heures au boulot. Il y a un énorme manque à gagner. On ne peut pas jouer avec cette histoire des fameux ponts qu'on appelle saut de mouton à Kinshasa. Le viaduc de Kinshasa. Le vrai mot, c'est ça. Le viaduc de Kinshasa. Lorsqu'il y a des erreurs monumentales, nous devons le reconnaître. Et le coupable doit être sanctionné. Même Dieu a créé l'enfer. Comment fait-il, nous sommes dans une nation, lorsque les gens font des erreurs, et on les laisse comme ça? Non. Il y a des entreprises qui ont soumissionné pour ces contrats. Qui a commis les erreurs? L'État lui-même doit mettre l'outil de contrôle. Parce que l'État qui nous représente, qui a acheté ces services, il doit avoir l'outil de contrôle. Pour savoir les entreprises qui ont soumissionné, comment on avait évalué ces entreprises. Le coût était comment? La durée de l'ouvrage. Maintenant, la durée en termes techniques, ça va finir quand? Nous voyons uniquement l'ouvrage. Mais l'impact social, l'impact environnemental, l'impact économique, le manque à gagner économique que le pays est en train de subir maintenant. Non, ça doit finir. Et puis les élus, ils ont un boulot à faire dans ces pays. Lorsque l'intérêt public est menacé, les élus créent des commissions. On ne peut pas les empêcher de travailler. Il doit créer une commission avec des experts indépendants pour savoir les entreprises qui ont soumissionné, quelles sont leurs adresses, comment ils ont tenu, parce qu'il faut que ça soit compétitif. Moi, avant d'acheter, je dois comparer. Il faut que je vois la mobilisation, le moyen que j'ai. Je ne peux pas acheter pour acheter. C'est pour ça qu'on dit appel d'offres. Appel d'offres, on évalue tous les aspects. Mais si on a évalué tous les aspects, maintenant la durée, ça va finir quand? En 2030? 2040? Non, papa. Regarde, le gars de 60 ans, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas eu le temps de suivre, depuis que ce projet a commencé, suivre les entreprises qui sont commises à ces travaux, suivre les détails sur... les documents qui circulent. Vous avez été absent de Kinshasa? Les documents, j'étais à Kinshasa, et depuis janvier que je suis ici. Les documents qui circulent, on voit des entreprises, des organismes financiers, l'État et le fonds routier, qu'on appelle FONER ici. Et à la tête de ces documents-là, on voit l'Office des voiries et drainage. Mais je ne pense pas que les gens qui travaillent dans tous ces sites-là, c'est l'OVD. Donc il y a d'autres entreprises. Maintenant, comment fait-il, on peut exonérer ces entreprises-là qui ont soumissionné, qui ont gagné des contrats, parce qu'ils ont une part de gâteau, ils ont signé des dates d'engagement avec l'État. Maintenant, aujourd'hui, ces entreprises-là, ils ont leur porte-parole qui nous disent qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour que ces travaux ne soient pas comme prévu. Alors, et l'État lui-même, pourquoi ne pas nous dire la vérité aujourd'hui? Maître Gabin, est-ce qu'au sein du gouvernement, il y a des gens qui bloqueraient l'avancement des travaux? Question pertinente avec une réponse précise avant de passer. Continuez. Bon, vous avez entendu d'abord lors de l'adresse de son Excellence Monsieur le Président de la République, l'adresse à la nation, lorsqu'il disait qu'il n'accepterait pas les chantiers inachevés. Et tous ceux qui étaient dans la salle et ceux qui ont suivi très bien ce discours, il me semble qu'au niveau du ministère des Finances, les fonds n'étaient pas libérés en temps réel pour continuer les travaux. Après le discours du chef de l'État, les fonds ont-ils été décaissés? On continue encore à déplorer la lenteur pour les décaissements de fonds à ces niveaux-là également. C'est le FMI qui vous conseille de ne pas le faire de la manière habituelle, ou c'est ce ministre qui bloque? Avec quel mot d'ordre? C'est ce que je dis. Est-ce qu'il y a un mot d'ordre? Il n'y a pas de mot d'ordre. On constate
que, en tout cas, la libération de fonds pour la réalisation des travaux, en tout cas ceux qui sont en cours, concernant les sauts des moutons et autres, ont connu quand même une lenteur en termes de décaissement. Et peut-être que lors de la deuxième prise de parole, je pourrais rencontrer quelques préoccupations qui ont été soulevées tout à l'heure par M. Mathieu et pourquoi pas d'autres. Alain Bolodjoa, le regard de l'opposition un peu plus proche des familles, l'extrémisme ou le réalisme dans les observations? Bon, ce qui se conçoit bien, s'exécute bien. Ça, c'est déjà le moment de l'entrée. C'est quand même décevant. Aujourd'hui, nous lançons un débat qui devait en principe se tenir déjà au mois de mars. Et heureusement, peut-être pour ça fait débat, on a eu à débattre sur cette question, je crois, ça fait 4 ou 5 mois. On a débattu pratiquement sur la même question. Lorsqu'on disait comment comptait-il gouverner, vous avez posé une question à M. Gabin le lundi l'autre fois, sur quels atouts que M. Félix Tshisekedi pouvait compter pour mettre en œuvre ou gouverner autrement. Il avait cité le nom qu'il portait, il avait cité le message de Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord, et aujourd'hui nous revenons sur la même question pratiquement. Ce qui est vrai, c'est que au départ déjà la présidence, ou sinon M. Félix Tshisekedi n'avait pas compétence d'élaborer un programme de gouvernance. Voilà pourquoi vous trouvez dans son document, c'est bien écrit, la présidence de la République. C'est-à-dire, si on doit chercher les responsables, on doit commencer à citer d'abord la présidence de la République, qui est le concepteur du programme. Et aussi, qui a été à la base qui a été l'exécutant. C'est la présidence de la République qui a conçu son programme, en violation de l'article 91 de la Constitution. C'est la même présidence de la République qui a été l'exécutant, c'est-à-dire celui qui a été chargé de la mise en œuvre de son propre programme. Et aujourd'hui, nous revenons sur les mêmes questions. Avait-elle la compétence d'avoir un programme de gouvernance? Est-ce que ce programme de gouvernance a suivi la démarche normale? Est-ce que c'est le débat maintenant? Non, mais effectivement. C'est des moutons, les chantiers sont donc là, le constat semble être amer. À votre niveau, c'est... Non, mais c'est d'abord au niveau de la... rendre compte. Non, mais c'est la présidence. C'est bien écrit, c'est la présidence qui doit rendre compte. C'est la présidence qui a eu à présenter son programme. Et c'est la présidence qui était pratiquement au four et au moulin. On nous a dit que c'était le directeur de cabinet qui avait piloté toutes les opérations de la mise en œuvre. C'est que sous-entend que c'est la présidence qui en est responsable. Tenez, aujourd'hui nous parlons de saut de mouton. Mais il n'y a pas que le saut de mouton. Nous sommes sur les sauts de mouton. Effectivement, il y a plusieurs autres projets. Peut-être qu'aujourd'hui on n'aura pas le temps d'en parler, mais je vous dis c'était prévu 9 sites pour le saut de mouton. 9 sites. Et le montant estimé, c'était pratiquement dans le 22 millions de dollars. Vous voyez? Ce qui veut dire qu'il s'est posé un sérieux problème sur le plan conceptuel. On a mal conçu le programme et dans la mise en œuvre, on a senti qu'il y avait beaucoup de faiblesses. Mais pourquoi? Mais c'est justement parce que ça a été fait à la va-vite. On a semblé négliger certaines études. Effectivement, j'adhère à l'idée développée par mes deux concitoyens qui ont dit clairement que lorsqu'on a mal mené les études, naturellement, on n'atteint pas l'objectif. C'est notre domaine de formation. Nous avons été formés comme des spécialistes en matière de planification et de programmation. Nous vous disons que ce programme a été mal conçu. Déjà, en termes d'objectifs. M. Félix Tshisekedi, pour sa part, considère que le saut de mouton allait résoudre le problème d'embouteillage. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de donner à la ville des infrastructures et le résultat attendu, c'était de mettre fin aux embouteillages. Or, aujourd'hui, nous sentons qu'il y a un sérieux problème. Ce n'était pas prévu. Est-ce que c'est tombé comme un cheveu dans la soupe? Parce que vous qui êtes président de la société civile ville de Kinshasa, le saut de mouton, est-ce que ce n'était pas prévu quelque part dans le plan de Kinshasa? Oui, c'est dans le plan de Kinshasa, mais ce n'était pas à court terme comme c'était fait. Ça ne pouvait être conçu dans le plan d'urgence comme c'est le cas aujourd'hui. Mais permettez-moi un peu de rencontrer certaines préoccupations. Aujourd'hui, c'est un peu difficile le contrôle politique de ces travaux de saut de mouton, selon l'architecture constitutionnelle. Parce que l'autorité contractante, c'est le président de la République. Or,
le contrôle politique s'est fait au niveau du Parlement. Or, l'Assemblée nationale ou même le Sénat, parlons du Parlement, n'a pas compétence de contrôler le président de la République. Donc ici, il n'y a que deux contrôles qui peuvent être possibles. Les contrôles administratifs avec la Cour des comptes, parce qu'on peut juger les comptes, c'est-à-dire l'argent qui était dépensé et comment tout ça. Oui, je suis d'accord avec Gabin, avec une évaluation technique des ingénieurs en travaux publics. Pas les gens qui évaluent avec le yeux. Je ne suis pas d'accord aussi avec ça. Pas de politique. Pas de politique. Émotionnelle. Même ce que j'ai dit là. Moi, si j'étais ingénieur ou quelqu'un qui était dans les travaux, je vois un parti politique venir me poser des questions, j'appelle les OPJ et les parquets pour les arrêter au nom de l'infraction trafic d'influence. On n'est plus dans le temps de parti unique. Donc ce qui se fait sur le terrain là, ces gens n'ont pas le droit d'aller... Même si ce sont les députés, ils doivent avoir l'ordre de mission. Il n'y a que nous, société civile, nous avons les droits au nom du contrôle citoyen. Deuxième contrôle, c'est le contrôle judiciaire. Dans un pays qui respecte l'état des droits, selon l'article 1er de notre Constitution, le rôle, la mission d'un parquet, ce n'est pas seulement recevoir des plaintes ou des dénonciations, mais c'est de rechercher les infractions. Or, les grosses sommes de la corruption, c'est dans la passation des marchés publics. Là où c'est des corruptions de millions de dollars. Surtout dans les grands travaux. C'est dans les travaux, les grands travaux publics. La Constitution a prévu l'infraction des délits d'initiés. Effectivement. Et même la loi sur la passation des marchés à son article 78. Vous êtes directeur de cabinet des chefs de l'État. Vous êtes conseiller du chef de l'État. Vous êtes vous-même président de la République, premier ministre. Et vous donnez un marché à une entreprise qui venait à peine d'être conçue en violation de l'article 23 de la loi sur la passation des marchés. Je vais expliquer aux téléspectateurs sur les critères de choix de soumission qui incluent deux. Un, notamment les titres de qualification des candidats, la situation juridique. Deux, la capacité professionnelle, technique et financière. C'est pourquoi vous voyez qu'au OVD, je salue le DG Wengao, le seul saute-mouton des pompages et des places du 24 ici, place de Mandela, OVD a l'expérience professionnelle des sautes de moutons. Parce que c'est OVD qui a fait encore les sautes de moutons. Mais on a donné à l'autre ici, Office des routes. Office des routes n'a pas d'expérience des sautes de moutons. Alors, troisième point, les références. Donc, vous, les soumissionnaires, vous devez avoir un CV. Avez-vous déjà construit les sautes de moutons? Deuxième, on parle de l'offre, on donne à l'offre économiquement la plus avantageuse. C'est-à-dire les prix proposés. Si nous tous nous proposons les prix. Deux, les délais d'exécution. Ça, c'est la loi sur la passation des marchés. Les conditions et les calendriers de paiement. Et puis l'impact environnemental. Et pour terminer par l'utilisation la plus ou moins au prix des compétences nationales. Pour ce qui concerne l'impact environnemental. Vous n'allez pas vous étendre sur chaque point. Gabin Loulendu, le timing étant donc très important dans ce débat. Alors Gabin Loulendu, votre réaction, vous allez ramasser quelques préoccupations tout à l'heure parce qu'il parlait de l'impact environnemental et aussi sécuritaire. Oui. Il semble qu'au niveau de Sosimat, l'ambassade de France, Julie Bier, il semble, l'ambassade aurait exprimé des inquiétudes par rapport à ce saut de mouton, parce que sur le plan sécuritaire, les véhicules qui montent sur ce pont, ce que vous avez appelé viaduc, mettraient en danger l'ambassade, les infrastructures de l'ambassade de France. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, je n'ai pas encore confronté les sources de cette information. Gabin Loulendu. Bon, je voudrais d'abord plus ou moins dire quelque chose par rapport à ce que les uns et les autres ont pu dire, avant de répondre à la question
en rapport avec les inquiétudes qu'aurait exprimé l'ambassade de France, etc. Je dis, lorsqu'on parle du programme des 100 jours, si nous sommes sérieux, nous devons l'évaluer sérieusement, pas l'évaluer de façon passionnée, telle que je l'entends à gauche et à droite. La passion, on peut la laisser dans les vestiaires, mais il faut de temps en temps regarder les choses telles qu'elles se présentent et évaluer. Pour moi, comment on pourrait objectivement évaluer le programme des 100 jours? Après, on se retrouverait ici pour voir si ce programme est une réussite ou un échec. Mais je pense que, comme je l'ai dit, beaucoup de choses ont été faites. Mais vous savez que les gens ne racontent que ce qu'ils ont vu d'une façon ou d'une autre. Ce qu'ils n'ont pas vu parce qu'ils n'ont pas été dans tel coin, et si cela n'est pas, bien évidemment, porté à leur connaissance, la tendance serait de dire « bon, mais rien n'a été fait » ou « pas grand-chose ». On doit évaluer le programme des 100 jours en disant « bon, c'est un programme pour lequel il fallait mobiliser plus de 400 millions de dollars. Est-ce que tous les 400 millions de dollars, plus de 400 millions de dollars ont été mobilisés pour ce programme? Vous allez vous rendre compte que sur plus de 400 millions de dollars prévus, ce programme nous a coûté moins. Donc il fallait s'attendre à ce que certains ouvrages ou en tout cas certaines choses qui devaient être réalisées dans le cadre de ce programme des 100 jours ne puissent pas être réalisées tout simplement faute de financement. Deuxième considération, c'est que lorsqu'on évalue un programme qui avait non seulement la réhabilitation des routes, la construction des routes, les hôpitaux, les écoles, etc., il faut se poser des bonnes questions. Combien d'écoles avaient été prévues? Combien d'écoles ont été prévues? Combien d'écoles ont été réhabilitées? Et quels étaient les financements qui étaient prévus pour ces écoles? Et sur ces financements, combien avaient été décaissés? Il en est de même de routes également. Combien de routes avaient été prévues? Pour quel coût? Quel décaissement avait été fait? Combien de routes ont été réhabilitées? En ce moment-là, on fait une évaluation objective. Moi, je m'interdis, lorsque je me retrouve ici, de tomber dans la passion. Je veux qu'on me pose des éléments objectivement vérifiables. Qui connaît le coût lorsqu'on commence un saut des moutons et on termine peut-être la partie sous-sol? Cette partie sous-sol nous coûte combien techniquement parlant? Personne n'est capable de donner des réponses à ces questionnements-là fondamentaux ici sur ces plateaux. Quand on vient, on va dire, non, effectivement, on a constaté que on a juste trouvé les pavements ou en tout cas, etc. Mais le travail de fond qui a été fait là-bas a un coût, personne ne sait évaluer ça et nous dire. Deuxièmement, je veux qu'on m'amène bien évidemment à la fois des chiffres financiers. Quand je parle de chiffres, je veux connaître le pourcentage du décaissement. Parce que je vous ai dit qu'on peut même dégager la moyenne. Mais techniquement aussi, il faut être capable d'évaluer ce qui a été fait techniquement pour dire qu'il n'y a pas d'adéquation entre l'argent décaissé avec bien évidemment ce qui a été réalisé. Encore que... Sur ce point, effectivement, Alain, vous allez continuer. Oui, mais est-ce que vous avez des chiffres? Non, mais effectivement. Non, décaissement. C'est juste un petit repos qui continue. Non, mais attendez. Oui. Nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas aller dans son approche. Parce que déjà... La question que je pose, c'est pas votre tour. Non. Est-ce que vous avez des chiffres? À quel pourcentage le décaissement a été fait pour la construction des sauts des moutons? Oui, nous avons une idée parce qu'il y a et le directeur de cabinet et le ministre des Finances qui ont donné en termes de pourcentage. Mais ce qui est vrai, nous ne pouvons pas aller dans sa philosophie. Là, parce qu'il y a déjà un sérieux problème. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation ex ante. Cette évaluation a été mal faite. Nous vous disons que le programme a été mal conçu. Alors, lorsque vous nous dites je reviens à lui, je reviens à lui. Je perds juste un mot. Oui, lorsqu'il nous dit qu'on doit avoir tel élément, tel élément. Attendez, il y a des référentiels ici. Parce que ça a été fixé par vous. Vous avez mal conçu votre programme. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous justifier. Je pensais qu'il y avait des chiffres, des statistiques en termes de décaissement d'argent. Non, mais ils ont dit que personne n'en a pas. Non, mais le ministre des Finances, le directeur de cabinet, dit 70%. Vous continuez. 70%. Mais le ministre des Finances, il peut être suffisamment compétent pour dire qu'on a décaissé 70%. Mais quand il parle de décaissement de 70%,
il se limite à un aspect financier, ça veut dire par rapport au montant qui avait été prévu et ce qui a été décaissé. Mais techniquement parlant... Non. Attendez, laissez-moi finir. Là, je suis désolé. Est-ce que je peux terminer à parler? Terminé. Le travail qui a été réalisé, est-il lui compétent de pouvoir l'évaluer pour les situer en termes de pourcentage? C'est là où il a des limites. Encore que on peut avoir dépensé 70% et que le taux de réalisation est à 40 ou 50%, parce qu'entre-temps, l'argent qui a été décaissé, l'entreprise ou les entreprises qui ont gagné les marchés ont en même temps déjà commandé ce qu'il fallait acheter et que cela soit est déjà arrivé ou soit cela est entreposé quelque part et que du coup... Non, je suis en train d'expliquer. Lorsqu'on mène un raisonnement, il faut rester le plus rigoureux possible. Vous avez une entreprise qui a gagné les marchés. Mais il est des biens pour la réalisation du marché. Est-ce que ce sont des entreprises viables? Oui, non, je dis, mais vous voyez, comment dirais-je, le saut des moutons des pompages est presque fini. Les sauts des moutons qui est au niveau des Mandela progressent. Ça, c'est OVD. Progresse. Quand vous regardez les sauts des moutons qui est également au niveau des Sosimat, ça progresse, etc. Donc, ailleurs, je n'ai pas été personnellement là. Il va falloir qu'on regarde qu'est-ce qui a été fait. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit, lorsque vous regardez les taux de décaissement, s'il est de 70%, il ne suffit pas de venir sur le terrain pour regarder ce qui a été fait, oubliant que les travaux continuant, l'argent qui a été dépensé peut avoir aidé déjà à acheter tous les matériels pour couvrir les chantiers et que ces matériels sont entreposés quelque part. Lorsque vous faites une évaluation, vous viendrez, vous trouverez qu'on a fait un taux de décaissement de 70%. Quand vous arrivez techniquement, vous trouverez peut-être qu'ils sont à 40%, mais les travaux continuent. Mais entre-temps, tous les matériels ont déjà été achetés. Carlos dit, l'OVD au moins montre qu'il a de l'expertise, mais l'Office des routes ne devait pas être impliqué dans ça. Il devait se limiter, s'occuper de la construction des routes, voilà, réhabilitation des routes et autres. Bon, je ne sais pas si tous les sauts des moutons qui aujourd'hui ont suffisamment progressé ont été réalisés par l'OVD, parce que c'est pourquoi je vous dis, lorsque nous parlons de ces choses, et surtout lorsque vous avez beaucoup de gens qui nous suivent, nous devons rester les plus sérieux possible. Est-ce que vous allez me dire que tous les sauts des moutons qui ont connu, comment dirais-je, une évolution assez significative à ce jour, tous ont été réalisés par l'OVD? Personne ne peut me donner une réponse bien précise. Moi, ici. Attendez, c'est l'OVD. Vous dites les autres, Office des routes qui a sous-traité à des entreprises sans expérience. Et c'est là où ça viole la loi sur la passation des marchés. Et puis des deux, vous insistez sur la loi sur la passation des marchés. Mais si vous ne comprenez pas déjà la philosophie du programme 100 jours, vous allez vous rendre compte que les développements que vous allez faire par la suite seront des développements, comment dirais-je, qui sont des développements ex nihilo. La philosophie du programme des 100 jours, c'était quoi? C'était que vous avez un président qui a été élu par les Congolais et qui doit agir. Et entre le moment où il a été élu et le moment où le gouvernement doit se mettre en place, chacun de nous était conscient qu'on prendrait suffisamment de temps. Quelle devrait être l'attitude de ce président qui a été élu et que le Congolais attend de lui des réalisations? Devait-il lui attendre au motif que, bien évidemment, un gouvernement n'est pas encore mis en place, il est transitoire, ou fallait-il déjà agir? C'est pour cette raison que le président de la République s'est dit, entre le moment où j'ai été élu et le moment où un gouvernement vraiment responsable devant le Parlement, étant donné que celui qui était là était démissionnaire, va se mettre en place, il se passera plusieurs mois et l'expérience a montré que nous avons mis pratiquement 6, 7, 8 mois pour avoir un gouvernement. Il fallait absolument agir. Et lorsque vous êtes dans cette circonstance-là, vous allez vous rendre compte que des cas où il n'y avait pas eu passation des marchés, si vous devez passer les marchés, ça signifie que absolument vous allez prendre les temps nécessaires pour que le gouvernement se mette en place. C'est grave. C'est pourquoi j'ai dit, c'est grave. Évaluons chaque chose. Si nous voulons évaluer le programme des 100 jours, venons ici avec des chiffres. D'accord. En disant ceci avait été prévu. On n'est pas dans l'évaluation ensemblière du programme des 100 jours du chef de l'État. Nous sommes au niveau des sauts des moutons parce que c'est ces chantiers qui énervent les Quinois. Ouais. Monsieur Takizala, Mathieu, dites-nous... Qui dérange aussi l'économie. Justement, dites-nous, est-ce que le contrôle, comme l'a dit la société civile, Carlos, le contrôle qui se fait là, est-ce que ce n'est pas un contrôle désordonné?
Non, c'est un contrôle politique. Alors qui doit faire le contrôle? C'est des politiques ailleurs. Un contrat politique et politicien. Voilà. Qui doit faire le contrôle et qui doit rendre compte? Parce que finalement, on sent qu'il y a une sorte d'embrouillamini. Je vais essayer un peu on dirait la toile qui dirige la nation. De faire comprendre mon compatriote, Gabriel Oulendou, avocat de son État. Vous savez, vous connaissez comment les tenants des aboutissants des contrats, le contractuel avec un autre parti. Donc, j'insiste, il y a un début, il y a un fin. Là, il y a une cacophonie. Quand vous nous dites qu'il faut connaître d'abord, donnez-nous les chiffres de l'ouvrage inférieur. Mais non, mon cher ami. Est-ce que c'était obligé de faire tous les 8 en même temps? Si le finance était... Je ne vois pas la corrélation. Oui, mais c'est ce que je dis. Non, mais si l'argent, parce que le décaissement, quand nous disons ici qu'il y a un décaissement de 70%, et vous dites... Non, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi la loi. C'est lequel la parole? C'est la disponibilité des crédits. Laissez-moi d'abord finir. Logiquement, je suis un entrepreneur, je gagne un contrat, je serai capable d'abord de financer le contrat. Moi, l'entrepreneur. Ça dépend des clauses. Non, écoutez, mais nous sommes un État. Non, je dis. Nous sommes un État, maître. Nous sommes un État. Maître, laisse-moi d'abord, s'il vous plaît. Nous sommes un État. Vous avez parlé de contrat, non? Maître, laissez-moi, vous allez me contredire. Parce que vous reconnaissez que je suis maître. Oui, mais c'est pas grave, mais moi, je suis un gestionnaire. Un entrepreneur et gestionnaire. Donc, c'est ça, c'est la gestion. Oui, mais c'est que je vous dis, je suis un gestionnaire. Un gestionnaire, c'est comment on signe des contrats et comment en réalité des contrats. Donc, on est complémentaires. C'est pas un maître, c'est moi qui va t'expliquer. Le problème, c'est quoi? Lorsque vous donnez à une entreprise le contrat, l'entreprise lui-même doit être capable d'abord de financer. Et la durée de l'exécution. C'est fixé dans le programme. Ça doit être fixé. Mais maintenant, aujourd'hui, la durée, c'est pour quand? C'est pour 2025? Est-ce que l'impact aujourd'hui, l'impact économique, vous reconnaissez qu'il y a vraiment un vrai économique sur la vie de Kinshasa? Non, ça dit tu fais un peu du méli-mélo. Non, c'est pas du méli-mélo. On dit concrètement pour que nos compatriotes puissent nous comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nos compatriotes nous jugent vraiment à mal. Parce que 60 ans qui est passé ici, nous les intellectuels, en fait, on s'approprie la République démocratique du Congo. On n'associe pas les autres. C'est pour ça que vous voyez que l'immédiat est vidé. C'est des doctoires aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'on soit rationnel. L'intitulé est programme d'urgence. L'intitulé est d'urgence. Ça signifie c'est un court terme. Très court. Il n'y a pas un long terme. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a un impact, c'est pour ça que je dis. Donc aujourd'hui, il y a un impasse. Nous devons, les entreprises qui ont gagné le contrat ont un vrai problème aujourd'hui. Ils doivent rendre compte parce que si vous ne rendez pas à temps, vous devez dédommager la République démocratique du Congo. Rendre compte à qui? Rendre compte à la République parce que l'argent est des Congolais. Qui doit contrôler? Et oui, mais aujourd'hui nous avons un gouvernement. Le parquet, le pôle financier. Alors, Bolodjoa, nous ne rentrons plus dans la mauvaise conception du programme des 100 jours. Vous êtes répété sur ce sujet. Nous évoluons. Qui doit contrôler et qui doit rendre compte? Nous sommes déjà dans ce qu'on appelle en lingala Mbeba. Toko est déjà dans Mbeba. Si on reconnaît que ça a été mal fait, eh ben, la responsabilité incombe à la personne qui a conçu le programme, la personne qui a mis en œuvre ces programmes. Donc, contrôler. Le président, non, mais effectivement, on ne peut pas permettre aux politiciens de descendre dans les chantiers pour juger les ingénieurs. Non, mais pourquoi l'ont-ils fait? A-t-il raison, oui ou non? En partie. Nous sommes dans une sorte d'embrouille. Non, mais effectivement. Les politiciens descendent dans les chantiers. Non, mais attendez. Des déclarations pour préparer 2023. Dites-nous, alors, est-ce que ça doit se faire comme ça? Non, mais effectivement, parce que nous sommes dans un cas atypique. On nous a fait sortir du cadre constitutionnel. Nous sortons du cadre constitutionnel. Parce que d'après l'esprit de la loi ou de la Constitution, il y a un cadre de contrôle. Parce que lorsqu'il y a eu fractionnement de compétences au niveau des institutions, chaque institution a un rôle à jouer. On n'a pas reconnu à la présidente de la République le pouvoir ou la compétence de mettre en place des programmes de gouvernance. C'est que sous-entend, nous sommes sortis du cadre constitutionnel, nous sommes là dans un cadre purement politique. Ce qui est vrai, si nous étions un État sérieux, M. Félix Tshisekedi et M. Kamere devaient être poursuivis. Au regard de l'article 165 de la Constitution. Il en a fait mention ici. Non, mais effectivement, la Cour constitutionnelle et le Congrès doivent se saisir de ces dossiers parce que là, c'est de la pire escroquerie. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres dossiers que vous ne voulez pas aborder ici.
Tenez, dans leur fameux programme que j'ai qualifié de prophétique. Vous allez peser les mots pour un président de la République. Qu'est-ce que j'ai dit? Redevable devant le Parlement. Non, mais la Constitution est claire. L'article 165, M. Félix Tshisekedi peut être poursuivi lorsqu'il se permet d'entrer dans ces genres de dossiers. Parce que la Constitution n'a pas... escroquerie. Non, mais ça, c'est de l'escroquerie. Là, je m'assume. Je ne dis pas le président, mais je dis ça, c'est de l'escroquerie, tout simplement parce qu'on n'a pas tenu compte de tout ce qu'on a, ils ont prévu. C'est un intellectuel qui parle. Effectivement, je m'assume. L'escroquerie, c'est un mot français. Voilà. Je n'ai pas péché, je n'ai pas vu la Constitution. Continue. Ok. Si vous prenez en termes de programme, effectivement, il y a un montant qui a été fixé. Nous parlons le saut de mouton. Non, mais c'est ça. Pas dans le programme. C'est le Non, attendez. Ça, c'est une ligne du programme. Et je parle de cette ligne-là. Je ne parle pas de tous les autres programmes. Vous avez vu la thématique? Non, mais effectivement. Mais, attendez. Mais le saut de mouton, c'est un projet, non? C'est un projet? C'est un programme. Il est très bien dit ici qu'il y a des objectifs, il y a les résultats attendus, il y a le coût, il y a la durée. On dit, ça doit se faire en 90 jours. C'est-à-dire tous les sauts de moutons devaient se construire en 90 jours. La durée n'a pas été respectée. On dit en termes de montant, 22 500 000 $ qui étaient prévus pour le 9 sites. Aujourd'hui, à l'UPEN, c'était prévu qu'on érige aussi un saut de mouton. Ça n'a pas été fait. Vous prenez en termes de décaissement. Ce document a déjà annoncé le décaissement déjà à partir du mois de mars. Or aujourd'hui, nous revenons sur la même situation. M. Loulin nous dit, non voilà, qui peut évaluer? Mais il y a des séquences dans chaque projet. Dans la mise en œuvre des projets, il y a des séquences. Et l'évaluation se fait sur base des objectifs que l'on s'est assignés. Lorsque la durée n'est pas respectée, naturellement, la personne qui avait reçu le marché n'a pas respecté le contrat. Et lorsqu'on doit évaluer, qui doit évaluer? C'est celui qui a confié le contrat. C'est-à-dire c'est la présidente de la République. Et c'est la présidente qui doit évaluer. C'est l'argent des contribuables. Est-ce qu'il n'a pas raison au-delà des choix des mots dont il assume? Je m'assume. Au-delà du choix des mots, est-ce qu'il n'a pas raison quelque part que la redevabilité devait se faire quand même au-delà de 90 jours? Je ne sais pas si ici, moi, je refuse que l'évaluation se fasse ou je suis contre les principes de la redevabilité. Pas du tout. Je ne peux pas être contre les principes de la redevabilité. Nous gérons la chose publique, nous devons rendre compte. C'est ce que nous avons toujours dit et nous continuons à le dire aujourd'hui. Il en est de même de l'évaluation. Mais je refuse l'évaluation émotionnelle, l'évaluation irrationnelle, l'évaluation émotive et l'évaluation politique et politicienne. C'est cette évaluation que je refuse. Notez, c'est bien de dire que, bien évidemment, l'ouvrage devait être réalisé dans 90 jours. D'accord, ça c'est la durée qui a été fixée. Et quand la durée n'est pas respectée, on dit oui, l'entrepreneur est coupable. À cette solution-là, elle est beaucoup plus simple et simpliste. Moi, je refuse de réfléchir comme ça. Parce qu'en matière d'évaluation, ce que l'ouvrage a un coût, le contrat est signé avec des séquences de paiements. On vous dit par exemple, dès la signature du contrat pour l'installation du chantier, par exemple, la République doit verser 25%. Alors donc si on veut savoir si les 90 jours ont été tenus par l'entrepreneur, il faut d'abord savoir si dès la signature du contrat, les 25% ou les 30% ont été mis à la disposition de l'entrepreneur. Si ça a été fait dans les délais après la signature, on va maintenant regarder, lorsqu'il est prévu dans les contrats que lorsqu'on finit par exemple la partie souterraine et qu'on veut attaquer la partie supérieure, l'entrepreneur doit recevoir peut-être 50% ou 40% du montant de la facture. Il faudrait aussi vérifier si ces montants ont été mis à sa disposition pendant ces temps-là. En ce moment-là, à la fin, on peut dire les conditions, les obligations des uns et de l'État ayant été remplies, l'entrepreneur n'avait qu'à réaliser l'ouvrage dans les délais lui impartis.
Mais lorsque vous ne faites pas une évaluation comme ça, vous vous limitez à dire, on avait dit 90 jours, ça n'a pas été fait, alors que les conditionnalités pour arriver à cela n'ont pas été remplies, vous faites une fausse évaluation et en tant qu'économiste, je ne vous reconnais pas. Non, mais moi je suis désolé. Je suis désolé parce que le ministre de Carlos a donné un plan de déclaration. Carlos Mopili, c'est vous qui avez la parole. Les travaux n'ont pas Alors, nous sommes au niveau des propositions concrètes maintenant parce qu'on chute. On dit le vin est tiré, il faut le boire. À ce niveau, ici même, le chef de l'État avait reconnu dans son dernier discours sur l'état de la nation que ce qui était prévu n'a pas été décaissé en temps opportun. À ce stade, qui bloque? Ça impacte les temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient tête au président de la République pour que le Congo ne bénéficie pas de ces infrastructures? Et pour quelle raison? Proposer comment aller à des solutions simples. Mais je simples. commencerai d'abord par la parole sage du président de la République. Lorsqu'il dit il n'y a pas de saints de notre camp ou de diables de notre camp. Ce programme d'urgence de 100 jours, c'était une manière au président de la République de se vendre avant qu'on mette en place le gouvernement de coalition. Mais ses collaborateurs n'ont pas compris ça, ils l'ont trahi. Le président de la République, je commence à trouver qu'il est aussi trahi comme son prédécesseur. Et que ses adversaires politiques, ce n'est pas de l'autre côté. Pour Kabila, il croyait que ses adversaires politiques étaient du camp de l'UDPS, alors qu'ils étaient dans le PPR2 et dans la majorité présidentielle. Parce que c'est eux qui bloquaient. Je trouve que le président de la République, comme proposition, il doit lui-même se mettre en colère, même s'il prie, il est chrétien. Cette fois-ci, même Jésus l'a fouetté les gens au temple. Qu'il fouette judiciairement ses collaborateurs qui sont mêlés dans tout ce qui est là. Mais les gouvernements en place, quoi qu'ils nous ont fait ce qu'ils ont fait aux gens, c'est le moment. Les peuples souffrent d'aller vite avec ces projets, ces sautes et moutons, pour qu'on puisse se retrouver là. D'arrêter les chantiers. Un petit mot, Takizala. Je pense qu'on n'a pas le temps à perdre parce que l'urgence est dans ce pays. Il faut qu'on travaille, il faut associer, moi j'ai toujours dit, le secteur privé congolais. Si on voit la République, on repense uniquement dans la logique politique de l'Ouabourg, ça ne passera pas. Nous sommes en 21e siècle. L'économie de marché, il faut avoir des hommes d'entreprise dans ce pays. Il n'y en a pas. Il faut associer, il faut créer des champions nationaux. Sinon, le pays, on va être des aborigènes d'Afrique. Aborigènes comme on en a en Australie et qui se replient dans les forêts. Alors, tout a été dit. Du moins pour l'instant, l'espoir est permis. Non, mais c'est tout simplement pour dire que le mot utilisé ici, l'escroquerie, ça a été un mot excessif. Parce que quand vous avez le président de la République et ses collaborateurs qui ont montré que effectivement des choses pouvaient être faites et qu'effectivement dans les cas du programme des 100 jours, beaucoup de choses ont été faites, qualifier ces gens qui travaillent pour la République d'escrocs, je pense que c'est excessif et on ne doit pas utiliser des termes comme ça sur ces plateaux. Mais merci. C'est qui est aussi vrai, c'est qui est aussi vrai. C'est moi qui accorde la parole. Vous n'avez pas eu la compétence et vous avez usurpé vos pouvoirs. Voilà pourquoi il faut rendre de compte. L'infraction ne s'appelle pas escroquerie. L'infraction s'appelle délit d'initié. Merci. Alors, Alain Bolodjoa, économiste ruraliste, je crois qu'il faut choisir les mots. On a la télévision pour les plus hautes autorités du pays. Je crois que vous vous assumez dans le bon ou dans le mal. Alors, merci d'être venu et bonsoir, chef. C'est moi qui